Bonjour à tous. On va donc continuer sur le thème de la cybersécurité avec une présentation dont le but est de parler de la sécurité dans le cloud. Alors, je suis très content d'être ici aujourd'hui à Toulouse. Alors, pour plusieurs raisons. La première, c'est que ma femme m'a appelé tout à l'heure et qu'il pleut à Paris. La deuxième, c'est que Toulouse, on est à la mêlée numérique, comme vous le savez tous. Toulouse, c'est la capitale du... Moi, je m'attendais à ce que vous me disiez le rugby, je suis déçu. On est bien d'accord. Mon fils fait en ce moment du rugby avec le Racing 92, donc j'aurais fait preuve de mauvaise foi et je vous aurais dit que le rugby, c'est pas du tout à Toulouse. Parce que chacun sait que Toulouse, c'est la capitale de l'aviation. Alors pourquoi parler d'aviation? Alors d'abord parce que j'aime ça, mais surtout parce que je voudrais faire en fait un parallèle avec la sécurité dans le cloud. D'accord? Pourquoi? Parce que effectivement, aujourd'hui, ce bel avion, ce bel A380, il est dans son hangar, donc il est on-premise. Et tout le monde s'occupe de lui, il a des jolies portes, malgré sa taille imposante, qui l'empêchent de sortir, il est protégé, d'accord? Si demain vous le sortez et vous volez avec, le risque c'est qu'il se mette à faire mauvais. Alors là, je ne sais pas si vous voyez, il fait mauvais, mais on voit encore un peu la terre, etc. Donc globalement, on est encore capable de voler. Un coup de plus, et on se retrouve vraiment dans les nuages. Et là, en fait, il n'y a aucun pilote au monde, même le meilleur des pilotes au monde, qui est capable de voler là-dedans. C'est impossible. En fait, on n'est pas des oiseaux, on n'a pas de sens qui nous permettent de comprendre ce qui se passe dans l'avion. Vous allez me dire, oui, mais on le sent, on a tous été dans l'avion. Quand l'avion il se penche, on sent tous qu'il se penche. En fait, oui, mais on le sent pour 30 secondes, et ensuite on ne le sent plus. Donc si vous voulez continuer de sentir qu'il se penche pour faire un virage à 30 degrés, en fait, au bout de 30 secondes, vous allez faire un virage à 60 degrés, puis au bout de 2 minutes, vous allez faire un virage à 90 degrés, et là, l'avion, il va tomber. Et malheureusement, tous les gens de l'avion vont tous mourir. Et la sécurité, dans le nuage, n'aura pas été assurée. Alors vous allez me dire, pourtant, on a tous pris l'avion, on a tous été dans les nuages et ça se passe très bien, et vous aurez évidemment raison. Pourquoi ça se passe bien? Parce que vous avez... Ah, et alors la couleur est pas super, je ne sais pas si c'est réglable ou pas, mais vous avez des instruments. Et ce sont les instruments qui permettent aux pilotes de regagner la visibilité sur ce qui se passe dans le nuage et d'assurer un vol en toute sécurité. Et ça, c'est un tout petit coucou, mais si on reprend le bel avion du début, les instruments, ça ressemble à ça. Donc les instruments, il y en a beaucoup. Et alors, pour ceux qui sont familiers avec l'aviation, ces instruments, ça s'appelle du glass cockpit, puisque c'est en verre, vous avez les petites télés là. Et en fait, c'est aussi une autre similitude avec le monde de l'informatique, où quand on veut avoir une vue à 360 degrés sur ce qui se passe, on dit qu'on veut avoir du single pane of glass. Et c'est un des trucs super quand on fait du monitoring en sécurité informatique. Donc le but, et on a 45 minutes pour en parler, le but pour assurer votre sécurité dans le cloud, c'est d'avoir une visibilité complète sur ce qui se passe et d'avoir les outils qui vous permettent d'assurer votre responsabilité en termes de sécurité dans le cloud. Donc, je m'appelle Damien Rilliard, je travaille chez Oracle, qui est l'un des partenaires de la mêlée numérique, et je m'occupe de sécurité depuis plus de 20 ans en général, et en particulier chez Oracle, de sécurité dans le cloud sur un territoire IMIA. Et donc, ce que je voudrais qu'on fasse dans les 40 minutes qui nous restent, c'est de faire le point en fait sur quelles sont les responsabilités dans le cloud. Est-ce que vous savez quand vous utilisez le cloud où ça commence, où ça termine? Parler en fait des outils qui existent pour vous redonner cette visibilité, comme un pilote quand il passe dans les nuages et qui ne peut plus faire de vol à vue. Et puis, alors on n'a que 45 minutes, mais on ne va évidemment pas avoir le temps de mettre en place ces outils, de vous montrer comment tout faire, mais ce que je voudrais, c'est qu'à la fin de ces 45 minutes, je vous ai donné tous les pointeurs nécessaires pour aller le faire vous-même, c'est-à-dire accéder à un environnement cloud, utiliser tous ces outils, si vous voulez les mettre en place, vous former dessus, etc. D'accord ? C'est un atelier, donc le but c'est d'être interactif, c'est que ça vous apporte quelque chose, donc n'hésitez pas, que vous soyez en ligne, à poser les questions qui me seront relayées, ou que vous soyez dans la salle, bien entendu, à m'interrompre et à poser toutes les questions qui vous passent par la tête. Vous connaissez tous le Shared Responsibility Model ? Vous pouvez lever la main, ceux qui connaissent ? C'est bien, un petit quart. Le Shared Responsibility Model, c'est la notion la plus fondamentale de la sécurité dans le cloud. C'est une notion qui n'a pas été inventée par Oracle, c'est une notion qui a été inventée par AWS, Amazon, qui sont les premiers à être arrivés sur le monde du IaaS, d'accord ?
Et si vous tapez d'ailleurs dans Google Shared Responsibility Model Security Amazon, vous aurez une super page, il faut rendre à César ce qui est à César, qui décrit ça très très bien. Pour l'expliquer de manière simple, l'idée c'est que si vous êtes à gauche, si vous êtes on-premise, comme disent nos amis anglais, c'est-à-dire que vous êtes dans votre propre data center, vous opérez vos services, vous êtes responsable de tout. C'est-à-dire que vous êtes responsable du bâtiment, vous êtes responsable de l'approvisionnement en électricité, vous êtes responsable du lien Internet, vous êtes responsable du fait que vos machines elles fonctionnent, vous êtes responsable du fait que vos disques durs ils cassent pas ou alors qu'ils soient redondants, etc. Vous êtes responsable d'absolument tout jusqu'à la couche applicative, etc. Et tout le middleware qui est au milieu, toute la sécurité d'accès, bref, tout. Donc, vous, en tant qu'entreprise, êtes responsable de toute cette sécurité. Une promesse du cloud, c'est de dire c'est génial, c'est plus vous, donc c'est plus vous la sécurité. Alors, c'est à la fois vrai et faux. C'est-à-dire qu'en fait, suivant quels sont le type de services que vous allez utiliser dans le cloud, que vous allez souscrire dans le cloud, en fait, votre degré de responsabilité va être différent. Donc évidemment, si vous utilisez un data center dans le cloud, ou vous utilisez du compute, donc vous utilisez des machines virtuelles, etc., bien entendu, ce n'est pas vous qui allez être responsable de la sécurité physique du data center. C'est le fournisseur qui va être responsable de ça. D'accord ? Néanmoins, plus vous allez monter, c'est-à-dire aller vers des services de type plateforme, le PaaS, des services de type SaaS, donc des applications qui vous sont données sans que vous ayez à contrôler les couches qui sont en dessous. Donc vous ne voyez plus l'OS, vous ne voyez plus le middleware, vous ne voyez plus évidemment tout ce qui est physique. Vous avez quand même des responsabilités. Et ça, trop d'utilisateurs de ces services cloud l'oublient. Et en fait, même à titre personnel, je pense que ça fait un lien avec la séance juste avant, quand on utilise n'importe quel service sur Internet, même au niveau de vos applications sur votre mobile, etc., en fait, vous avez quand même de la sécurité à exercer, savoir comment vos données sont partagées, qu'est-ce qui est enregistré, qu'est-ce qui ne l'est pas, etc., etc. Et vous pouvez toujours limiter ça et contrôler pour que vous soyez le plus sécurisé possible dans l'utilisation du service que vous utilisez. D'accord ? Et donc, dans tout à droite, avec la partie SaaS, c'est là où vous allez déléguer aux fournisseurs de services le maximum de responsabilité en termes de sécurité, ce qui, je pense qu'on en conviendra, est agréable. Parce que la sécurité aujourd'hui, on sait tous que les attaques, ça fait la une des journaux tous les jours, que ça peut permettre de voler beaucoup d'argent, comme mes collègues le disaient tout à l'heure, et ça peut permettre de casser des boîtes entières parce qu'elles se font attaquer de manière vraiment très, très, très avancée. L'espionnage industriel, etc., etc., tout ça, ce n'est pas que des comptes pour les films d'espionnage. Et donc, concrètement, beaucoup de gens se disent je prends du SaaS, c'est génial. Ils oublient 4 choses. Quand on prend du SaaS, et on est vendeur de SaaS en tant qu'Oracle, donc j'ai aucun problème à le dire, vous, en tant que client, vous restez tout le temps responsable de 4 choses. La première, le choix des données que vous allez mettre dans ce cloud. Vous êtes un client, vous êtes une entreprise qui opère en Europe avec potentiellement des données de clients européens. Donc, par exemple, vous êtes sous le coup de la GDPR, ou le RGPD en français, pardon. Donc, le RGPD, ça concerne quel type de données ? Les données personnelles. Donc, si vous choisissez de mettre des données personnelles dans un service cloud et que l'utilisation de ces données personnelles est contraire à GDPR, c'est votre faute, ce n'est pas la faute du provider. D'accord ? Si vous mettez, sans le vouloir, dans un cloud où, parce que vous n'avez pas fait gaffe, vous êtes en train en fait de partager publiquement un espace de stockage et que vous mettez des données importantes pour vous, ce n'est pas la faute du fournisseur non plus. Alors, vous vous dites, oui, mais ça n'arrive pas. Bien non, ça n'arrive pas juste au meilleur, bien entendu, mais quand on, par exemple, un cas très connu, et je fais exprès de prendre des cas qui sont vieux, bien entendu, vous n'avez aucun d'entre nous n'a de compte Uber, bien entendu, mais si vous en aviez eu un en 2016, votre compte, il a été volé parce que Uber, je crois que c'est 2016, si c'est 2017 ou 2015, vous m'en voudrez pas, mais concrètement, ils avaient mis la totalité des 57 millions de clients qu'ils avaient à l'époque, ainsi que toutes les informations sur les chauffeurs, dans une base de données sur un bucket dans le cloud public. C'est con. C'est con. Mais aujourd'hui, il y a à peu près 10% de ces buckets dans le cloud qui sont publics en fait. Alors, vous pouvez avoir des très bonnes raisons d'avoir un bucket public.
on est bien d'accord, hein, le partage, etc., etc. Mais peut-être qu'il faut juste faire attention au type de données que vous y mettez. D'accord? Donc, première chose, les données. Souvenez-vous toujours, c'est vous qui êtes responsable des données. Deuxième chose, la configuration. Tout service a des options de configuration, et notamment des options de configuration de sécurité. Si vous n'avez pas fait attention au début du projet que ces options soient mises aux bonnes valeurs pour vous protéger, forcément, ça part mal. Maintenant, vous allez me dire, mais nous, on a fait un super projet et les centaines d'options de sécurité de, je ne sais pas, Office 365, etc., elles sont toutes, mais nickel chrome. Et je vous dirais bravo. La seconde question, c'est est-ce que depuis, vous avez re-regardé quelle était la valeur de ces options de configuration? Généralement, il y a un grand silence quand je pose cette question dans la salle. Évidemment, il y a très peu de gens qui ont un processus pour réellement aller vérifier, après l'avoir mis en place, que toutes les options de configuration de sécurité, leurs valeurs n'ont pas bougé. Or, si moi, je dois aller vous attaquer dans le SaaS, à votre avis, je vais taper où? Si moi, je suis un méchant. Je vais vous dire, je ne vais pas taper au niveau du network, etc., etc. Chez vous, oui, dans votre data center, mais carrément. Je ne sais pas qui vous êtes, mais je vais essayer de taper sur votre firewall que vous n'avez pas mis à jour depuis 3 ans et qui tourne sans arrêt. Ouais, et je vais réussir. Mais dans le cloud, je ne vais pas essayer de taper Microsoft, Google, Amazon ou Oracle au niveau du firewall. Ce n'est pas la peine. Par contre, si je réussis, vous avez entendu parler d'ingénierie sociale juste avant, vous avez entendu parler de phishing, etc. Bah, si je réussis à avoir un compte qui me permet l'accès au service, et puis si de là, je réussis plus ou moins à rebondir ou à avoir un compte qui a suffisamment de... Évidemment, je vais targeter la bonne personne, je vais aller changer ces options de configuration. Comme ça, il y a des clients il y a quelques années qui étaient dans un cloud que je ne nommerai pas, mais en fait, ils ne comprenaient pas parce que leur système de monitoring était tombé en panne. Et ils ne voyaient plus les mouvements des mails et donc les statistiques qu'ils étaient obligés de contrôler, notamment du fait de l'anti-spam qu'ils avaient, etc. Et donc, bah, forcément, le problème, c'était l'outil de monitoring. Voilà. Ils ont cherché très longtemps avant de comprendre que le relais de mail, le MX pour les intimes, avait été changé et passé, c'est un client portugais, passé par les services secrets anglais avant d'arriver chez eux. Donc tout leur flux de mail, mais ça marchait très bien, hein, ils avaient fait ça correctement, tout leur flux de mail passait d'abord par l'Angleterre, le fameux GCHQ, avant de revenir chez eux. Donc forcément, le truc qui était à un endroit là et qui essayait de dire quel était le flux de mail, bah, il n'y avait plus rien qui passait par le leur, donc forcément, ils ne voyaient plus rien. Mais donc, ils ont d'abord cru que c'était un problème d'outil de monitoring. Non, non, ce n'était pas du tout un outil de monitoring. Le problème, c'était la configuration du service. Donc, deuxième point très important, la configuration du service. Troisième point fondamental, la gestion des identités. Alors, l'IAM, pour les intimes aussi, Identity and Access Management, c'est le fait de donner des comptes à des gens. Ça, c'est facile. Généralement, quand vous êtes dans une entreprise et que vous n'avez pas de compte pour accéder à une application qui vous intéresse, bah vous criez et vous dites « Ah, je n'ai pas de compte, je ne peux pas bosser ». Et puis là, il y a forcément quelqu'un à un moment donné qui va faire ce qu'il faut, puis vous aurez votre compte. Par contre, je ne sais pas vous, mais moi, je connais beaucoup moins de gens qui crient quand ils quittent l'entreprise en disant « Ah, attendez, j'ai encore le compte ». J'ai une amie comme ça qui est partie d'une boîte, 3 mois après, elle a toujours accès à son compte Office 365. Normal. Alors c'est quand même con pour la boîte parce que déjà elle paye une licence pour rien. Vous allez me dire, c'est dans l'épaisseur du trait. Mais bon, mine que rien, elle recevait encore les mails de ses clients, etc., etc. Et donc concrètement, une bonne gestion des identités, ça permet d'affecter les bons comptes aux bonnes personnes avec le bon niveau de responsabilité, donc pas trop, on ne donne pas accès à tout, etc., au bon moment. Et puis, ça, c'est évidemment, si vous n'avez pas de compte dans une applicative, dans un service, vous ne pouvez pas y accéder. Le deuxième point, c'est l'accès. On parlait tout à l'heure d'authentification forte, etc. Bah oui, c'est important d'avoir une authentification au bon niveau. Et puis surtout aujourd'hui où on est, pour un certain nombre d'entre nous, et pour normalement tous, on a pas mal passé de temps chez nous, concrètement, ce n'est pas du tout les mêmes accès. Vous ne passez pas par les mêmes réseaux, etc., etc. Donc finalement, l'identité, quand on est dans un monde totalement ouvert, c'est le dernier rempart, la dernière muraille. Il n'y a rien d'autre. C'est-à-dire qu'autour de moi, je ne vais pas pouvoir mettre des firewalls, des trucs au niveau réseau, des machins, des trucs pour me protéger. J'accède depuis un ordinateur personnel et la seule et unique chose qui prouve que c'est moi, c'est mon authentification. Donc si cette authentification à ce service, elle n'est pas bonne et que je peux avoir un mot de passe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ça va mal se passer. D'accord? Puis la dernière, quatrième point, c'est la visibilité. Et ça, c'est quelque chose de terrible quand on en parle
avec des clients, des projets, etc. Mais qu'est-ce que vous voyez, qu'est-ce que vous analysez, qu'est-ce que vous avez comme données? Est-ce que vous êtes capable de savoir, par exemple, que quelqu'un a tenté de faire 200 tentatives ou 1000 ou 10 000 tentatives de brute force sur le compte admin de votre tenant? Ben non. Et je dis, mais donc comment vous pouvez savoir qu'il y a un problème ou pas? Et donc concrètement, si on n'a pas cette visibilité, on est à risque, et c'est vraiment un point fondamental. Pour raconter des petites histoires, alors, c'était pas dans une région Occitanie, donc je peux en parler, c'était en région de Marseille. On a travaillé avec un client il y a quelques années qui utilisait en l'occurrence de l'Office 365, et il n'y avait pas de problème de brute force. Mais il y a d'autres données, c'est pas que les gens qui essayent de faire du brute force, c'est-à-dire les logins ratés. En fait, les logins réussis sont tout aussi importants. C'est aussi une donnée très importante en termes de sécurité. Eux, leur admin, c'était quelqu'un qui travaillait vraiment, vraiment, vraiment bien. Parce qu'il faisait 50 000 accès à la plateforme par semaine. C'est beaucoup. Et quand on leur a montré ce chiffre, ils nous disaient que ça ne les intéressait pas. On a dit, bah, après, vous me dites, hein, moi je ne connais pas votre équipe d'admin, vous êtes peut-être vraiment très nombreux. Ou alors, je pense que votre compte admin est utilisé par des scripts. Voilà. Donc là, ils ont fait, voilà, puis 3 semaines après, on a refait l'audit. Oh, bah, il y a 50 accès admin par semaine, au lieu de 50 000. Voilà, donc il y a beaucoup d'informations. Toutes ces informations-là, c'est des informations sur lesquelles on ne peut agir que si on a l'information. Et donc pour ça, il faut des outils. Alors attention, je travaille depuis suffisamment longtemps dans la sécurité pour savoir que la sécurité, ce n'est pas que des outils. Il faut des outils, d'accord? C'est beaucoup de l'humain, c'est beaucoup des processus, etc. Mais à un moment donné, au bout du bout, quand vous avez fait la bonne analyse de risque, quand vous savez quels sont les contrôles que vous voulez mettre en place pour réduire votre surface d'attaque, etc., bah, il faut des outils. Et donc, dans la demi-heure qui reste, je voudrais qu'on parle de comment faire, vous, pour savoir que mettre en place dans le cloud comme protection et quels outils utiliser. Et on prendra comme exemple le cloud Oracle, parce que je travaille chez Oracle. Bien entendu, vous pouvez le décliner pour n'importe quel cloud. Vous connaissez le CIS? Pareil, je suis curieux, petit sondage. Moi, je connais le CIS. Non, alors, il y en a moins que pour le Shared Responsibility Model. Alors, le CIS, c'est un truc très, très intéressant à connaître. Donc, ça s'appelle le Center, enfin, ça veut dire, pardon, le Center for Internet Security. D'accord? C'est des gens dont le but est de partager avec le plus grand nombre ce qu'on appelle des contrôles et des benchmarks. D'accord? Ce qu'on appelle un benchmark, c'est en gros une liste de recommandations. Alors, je peux vous montrer à quoi ça ressemble, par exemple, pour notre cloud. C'est une liste, alors il y en a des centaines d'items qui dit, par exemple, en Identity and Access Management, il faut absolument que vous ayez l'authentification forte pour tous les utilisateurs qui ont un mot de passe qui permet d'accéder à la console. En réseau, il faut que vous fassiez ceci. En Asset Management, il faut que vous fassiez cela, etc. Donc en gros, c'est des recettes de cuisine qui sont dédiées par environnement. Donc si vous avez Windows, que vous voulez sécuriser du Windows Server, vous allez chercher le benchmark pour Windows Server. Si ce que vous voulez sécuriser, c'est Oracle Cloud Infrastructure, vous allez chercher le benchmark pour Oracle Cloud Infrastructure. Mais c'est aussi vrai pour la database, etc. C'est un truc indépendant, hein, c'est pas du tout un truc Oracle, mais ça fait autorité dans le milieu. Et c'est entièrement gratuit, d'accord? Donc vous pouvez tous aller. Alors là, évidemment, je vous ai mis celui d'Oracle Cloud Infrastructure puisque c'est le but de ma présentation d'aujourd'hui, mais vous en avez encore une fois pour tout et ils sont tous gratuits, d'accord? Donc qu'est-ce que c'est? C'est un guide, c'est une recette de cuisine. Cuisine, c'est très en vogue à l'heure actuelle. On vous dit il faut faire ci, il faut faire ça, il faut faire ça. Là, c'est exactement pareil. On vous dit pour être sécurisé, il faut faire ci, il faut faire ça, il faut faire ça. D'accord? Après, c'est long. Donc on va voir comment simplifier l'implémentation des bonnes recommandations qui vous donnent. Alors, je sais, oui, voilà, c'est bon, ça marche. Pour tous ceux qui ne connaîtraient pas Oracle Cloud Infrastructure, là je ne vais pas demander de sondage parce que je préfère ne pas savoir. C'est le 4e hyperscaler en fait après Microsoft, AWS et Google, d'accord. Donc hyperscaler, ça veut dire qu'on a aujourd'hui, je sais plus, 36 régions à peu près dans le monde, avec beaucoup plus de data centers que ça, des points de présence partout, etc., etc. Et comme vous pouvez le voir ici, je suis content parce que c'est la première fois que j'ai le droit de le dire dans une présentation, on a tout bientôt une présence en France, d'accord, avec un data center qui va être à Marseille. Pourquoi Marseille, à votre avis?
les câbles, bien sûr. Très bonne réponse. C'est le plus gros point d'arrivée de câbles sous-marins. Donc, comme par hasard, on sera sur le port de Marseille, voilà, pour être au plus proche et pour avoir les meilleures bandes passantes possibles. Et donc, comme tous les clouds, en gros, vous avez tous les services que vous voulez. Vous avez du IaaS, du PaaS et du SaaS. Ça, c'est pas forcément comme tous les clouds. C'est-à-dire qu'en fait, Oracle, pour ceux qui connaissent Oracle, alors vous connaissez peut-être Oracle pour la base de données, qui est évidemment l'un de nos produits phares. Mais au-delà de ça, on a en fait des milliers de produits dans tous les verticales. Il n'y a pas très longtemps, on était au FIC à Lille. Et il y a une petit épisode que j'ai trouvé très drôle parce qu'on était le midi dans un restaurant, on discutait avec la serveuse au moment de payer et qui nous dit « Ah, vous êtes à l'événement et tout ?»« Oui, oui, c'est ça. Ah, vous bossez chez qui ?» Je dis « Ah, on bosse chez Oracle. » Oh, jamais entendu parler. Et alors, je me suis dit « Comment je vais lui expliquer ce que c'est qu'Oracle ?» Et là, je regarde, elle était en train de nous faire payer, donc elle était sur sa caisse enregistreuse, un joli écran machin où elle était. Puis je lui dis « Si, vous nous connaissez, vous nous utilisez tous les jours. » Et je dis non, mais je dis lisez ce qui est écrit sous votre caisse, sous l'écran. Il y a marqué Oracle Micros, qui est une boîte qu'on a rachetée il y a quelques années, et qui fait dans tout ce qui est hospitality, restaurant. Donc en fait, voilà, on peut nous trouver dans plein d'endroits divers et variés. Même moi, je ne savais pas que ça existait. Je n'ai pas la moindre idée qu'on faisait des caisses enregistreuses, mais voilà. Et donc concrètement, du fait de cette force-là, en fait, on est présent dans le cloud avec aussi beaucoup d'applicatifs dédiés dans plein de métiers. Voilà. Une spécificité de notre cloud, c'est que, et alors je vous le dis parce que vous pouvez le lire sur Internet, on a eu une première version de cloud, on est arrivé plutôt en retard sur le cloud grand public hyperscaler, et à un moment on s'est dit ça le fait pas, on va le refaire, c'était en 2015, et pour le refaire, nos grands patrons ont eu une idée intéressante, c'est qu'ils se sont dit on va prendre les meilleurs de ceux qu'on fait Amazon, les meilleurs de ceux qu'on fait Azure, et on va leur dire d'en faire un encore mieux en les payant plus cher à Seattle. Alors que nous, Seattle, c'est pas chez nous. Seattle, c'est Amazon, c'est Microsoft, etc. Mais nous, on était dans la Silicon Valley. Et donc, évidemment, les gens qui vivent à Seattle, qui est par ailleurs une ville super, ils ne voulaient pas aller dans la Silicon Valley, il fait trop chaud pour eux. Donc, concrètement, on leur a dit, non, mais on vous construit un bâtiment là, vous prenez le parking à gauche au lieu de prendre le parking à droite et on vous paye plus. Vous êtes d'accord? Là, ils sont venus. Et donc, on leur a donné une feuille de route qui était, en gros, pourquoi refaire un cloud après les autres et comment faire en sorte que ce cloud, il ait un intérêt pour tout le monde et qu'évidemment, ce soit un succès commercial. Concrètement, les analyses à l'époque montraient qu'il y avait plus de 90% des workloads critiques qui ne quittaient pas l'entreprise. Et si vous vous souvenez, il y a 5-6 ans, on entendait encore énormément de discours, le cloud, c'est pas sécurisé, moi, j'irai jamais dans le cloud, je suis beaucoup plus sécurisé chez moi, etc., etc. Et je dois dire que, travaillant dans la sécurité depuis longtemps, je ne partageais pas forcément entièrement que le contraire de ce qu'il disait. Et donc, concrètement, c'est important de pouvoir donner des gages et des outils pour qu'on soit sûr qu'on est sécurisé dans le cloud. Ce qui s'est passé en 5-6 ans, c'est une accélération démentielle du nombre d'attaques, une sophistication des attaques qui est de pire en pire, on va dire, et donc une énorme difficulté de plus en plus pour les entreprises de réellement réussir à se protéger chez elles, et avec notamment, évidemment, les ransomware qui ont fait des ravages énormes partout dans le monde. Il faut savoir que le prix, le coût, ça se compte en dizaines et centaines de milliards. La cybercriminalité, c'est pas les gens qui sont contents parce qu'ils font du hack et machin, c'est parce que c'est une industrie. Aujourd'hui, ça rapporte plus que la drogue, juste s'en rendre compte, pour donner des ordres d'idées. Donc, et concrètement, vaut mieux être derrière un ordinateur et utiliser des outils qui sont aujourd'hui disponibles. Vous allez dans le darknet, vous utilisez des services pour lancer des attaques, du DDoS, du machin. C'est du service. Vous utilisez un service, voilà. Donc, et du coup, vous n'aurez jamais la même chose que si vous avez regardé Narcos, ça fait plus mal. Donc voilà. Donc entre les deux, si ça ramène plus d'argent et puis que c'est plus facile, globalement, je pense qu'on est tous fainéants de nature. Donc voilà. Juste pour dire, je ne vois plus l'heure, comme je parle trop et que je suis certain que je vais dépasser. Voilà, ça s'est éteint en fait. Donc OCI, en fait, alors je ne vais pas avoir le temps de tout vous expliquer, mais concrètement, en termes de design de data center, c'est-à-dire déjà au niveau physique, donc quelque chose qu'on ne peut pas refaire quand les data centers sont déjà déployés, il y a beaucoup de choses qui ont été faites complètement différemment. C'est des choses comme par exemple ce qu'on appelle le hardware based root of trust, c'est-à-dire des devices faits spécifiquement
par nous qui permettent en fait sur des réseaux totalement non liés physiquement à tout autre réseau du cloud, de remettre tous les firmware de chaque machine dans un état dont on est certain qu'il est bon, parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait des attaques qui pouvaient avoir lieu. Moi, je suis un méchant. Quel est le meilleur moyen, vous avez tous intéressés par la sécurité, quel est le meilleur moyen pour accéder à de la donnée concrètement? C'est d'avoir un... Pardon? Alors, c'est pas le type d'attaque. Dans quelle situation je veux être si j'ai en face de moi un système informatique? En fait, c'est avoir un accès physique. Si j'ai un accès physique à la machine, si j'ai un accès physique au disque, alors il reste des protections, on peut avoir du chiffrement, etc., mais si j'ai un accès physique à la machine, ça va être beaucoup, beaucoup plus simple. D'accord? Et concrètement, il y a des gens très malins, et il ne faut surtout pas sous-estimer les attaquants, qui ont fait des attaques dans certains clouds en polluant les firmware, et vous savez qu'on a de plus en plus de firmware sur des serveurs, en polluant les firmware des serveurs, et du coup en s'y logeant, en ayant une place, et puis du coup, hop, ils arrêtent leur contrat. Du coup, dynamiquement, les ressources qu'ils utilisaient ont été réallouées à d'autres personnes, et ils ont un accès au niveau du firmware pour espionner la totalité de ce qui se passe sur ces nouvelles machines. Donc, ce genre de choses, ça nécessite de mettre une carte dédiée dans chaque serveur de chaque rangée, etc., etc., etc. Alors, il y a plein d'autres exemples, notamment le fait que le réseau, donc un des problèmes qu'on a sur des clouds de première génération, c'est le fait qu'au niveau réseau, ce soit surchargé, c'est ce qu'on appelle le phénomène des noisy neighbors, donc les voisins trop bruyants qui utilisent un peu trop les ressources qui ont été poulées avec vous, excusez-moi mes anglicismes, qui ont été partagés avec vous. Donc c'est évidemment le modèle du cloud, il peut exister que quand vous êtes plein à utiliser la même machine, parce que si c'était du 1 pour 1, ça coûterait beaucoup trop cher. Et donc voilà, on a fait plein de choses pour réussir à faire en sorte que dans le design et dans la construction même des data centers, avant même de parler des couches soft, ce soit le plus sécurisé possible. Mais on ne s'est pas arrêté là, et aujourd'hui, en fait, on estime que la sécurité est devenue un tel problème pour tout le monde que c'est dans notre premier intérêt à nous déjà, opérateurs de services cloud, que notre cloud soit le plus sécurisé possible, et notamment pour ce qui est de votre partie. Parce que si vous, demain, vous avez un énorme problème et que légalement, moi, je ne vais pas perdre mon procès, mais que vous aurez quand même eu un gros truc pas drôle, et concrètement, ça va faire du bruit dans la presse et ce sera une image négative. Et aujourd'hui, toute attaque, ça laisse des traces. Et on se dit, ah oui, mais alors eux, c'est eux qui s'étaient fait voler tous leurs trucs, etc., etc. Qui se rappellent de Yahoo? Ils ont à peine perdu 1,5 milliard d'emails. Hein. C'est bon, il ne faut pas non plus... on est regardant un peu. Bref, et donc... ce qu'on a demandé aux équipes cloud chez nous, au niveau des équipes sécurité, c'est de faire en sorte que les outils soient intégrés le plus simple possible. En fait, c'est ce que vous voyez là. Le plus simple, le plus prescriptif. Alors ça, c'est un truc que j'ai toujours trouvé énervant dans le monde de la sécu. C'est qu'on vous donne des outils, mais vous êtes supposés être des experts de la profession tous, évidemment. Et donc, on ne vous dit pas quelle est la meilleure configuration possible. Donc, plutôt que de dire, moi, je vous donne cet outil, mais par défaut, je fais une configuration que je trouve super bien. Puis après, quand vous êtes un super expert, vous pouvez faire mieux. Non, par défaut, on fait des trucs qui sont... il faut tout installer, il faut tout faire soi-même. Et puis, vous savez combien, en moyenne, dans une entreprise taille... le SMB+, donc on va dire, qui fait plusieurs centaines de millions de chiffres d'affaires, vous savez en moyenne combien il y a d'outils de sécurité différents qui sont utilisés? Allez, à votre avis? 30? Qui dit mieux? Bon, en moyenne, c'est entre 70 et 100, selon la dernière étude que j'ai lue sur le sujet. Ce qui est intéressant, c'est que ça veut dire qu'il y a entre 70 et 100 outils de sécurité à faire se parler entre eux, à faire être harmonieux, etc., etc. Donc c'est compliqué. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Si vous ne savez pas quoi faire, faites une carrière dans la cybersécurité, parce que tout le monde veut des gens dans la cybersécurité. Il manque énormément d'employés, il y a plein d'emplois ouverts partout, d'accord? Donc, quand dans les entreprises, on n'arrive pas à recruter, et qu'en plus, on doit adresser une complexité énorme, c'est compliqué, d'accord? Donc, je vous ai dit, je voulais que vous puissiez tester tout ça. Alors, à vos téléphones portables, et promis, le QR code n'est pas une tentative de vous emmener sur un site de phishing ou autre. Ceci dit, si vous voulez que je vous donne mon IBAN pour faire des virements, je suis d'accord aussi, il n'y a pas de... Voilà.
Donc, si vous allez, pour ceux qui ne veulent pas utiliser le QR code, vous pouvez aller sur oracle.com/cloud/free. Sinon, vous pouvez taper là-dessus. Pour ceux qui sont à la mêlée numérique et qui font partie du programme Oracle for Startup, dont la digne représentante est là-bas, fait coucou à tout le monde, vous aurez le premier mois $2500, on commence à faire quand même, à $2500 de crédit à dépenser sur les services cloud, sachant qu'on vous fait moins 70% sur le prix des services cloud. Donc en fait, ça vous fait, je sais pas, 10 000 ou plus à dépenser pendant 30 jours. Mais ce qui est plus intéressant encore, c'est que derrière, vous aurez accès, si vous le créez, donc vous le créez avec votre propre adresse email, etc., vous aurez accès à ce qu'on appelle le Always Free. Et ce qu'Oracle le fait, et alors, c'est relativement peu connu. Moi, je vous engage à regarder, si ça vous intéresse, vous, à le faire, ou à en parler à votre petit cousin ou cousine, bricoleuse IT. C'est que concrètement, tant que vous l'utilisez, attention, hein, si vous faites le truc et puis que vous ne l'utilisez pas pendant 3 mois, bah, vous vous reconnecterez puis vous vous rendrez compte que vous n'avez plus rien, d'accord ? Mais tant que vous l'utilisez, c'est-à-dire tant que vous faites fonctionner les services, et on a du monitoring, et ben concrètement, vous avez droit à tout ça gratuitement pour toujours, tant que vous l'utilisez. Donc tout ça, c'est quand même pas mal. Hein. Ça veut dire que vous avez droit à 2 proc AMD Compute, vous avez droit à 4 proc ARM, vous avez droit à des blocs volume avec 200 gigas chacun, vous avez droit de l'object storage, de l'archive storage, etc. Vous avez droit à plusieurs databases. Vous avez droit à du monitoring et du management avec du logging jusqu'à 10 gigas. Vous avez 500 millions de points d'ingestion d'informations, donc d'event de log. Vous avez droit à des notifications jusqu'à 1 million par mois quand même, etc. etc. D'accord ? Et plus de la bande passante, etc. Moi, je connais des collègues, enfin alors non, parce qu'on n'avait pas le droit d'utiliser, donc des cousins de collègues, qui utilisent ça pour leur petit truc de foot. Il y en a un, par exemple, le site qu'ils utilisent pour leur association de foot, machin, les réservations, les trucs, bah, ils utilisent ça. Il y a un truc, alors si vous cherchez, on a plein de blogs là-dessus, et il y a là, pour le coup, des collègues qui se sont amusés à voir tout ce qu'on pouvait faire avec le Always Free. Donc, par exemple, comment ça s'appelle ce jeu avec des briques, là ? Je vais passer pour quelqu'un de très... Non, ah non, ça c'est pour... Ah, il y a plus vieux que moi, c'est bien. Minecraft, voilà. Et ben vous pouvez faire tourner un serveur Minecraft là-dessus, par exemple. Et vous pouvez faire tourner en fait voilà, vous pouvez faire tourner plein de trucs avec ça, et ça peut être super sympa à titre perso, familial, voilà, qui utilise ça comme des stockages de photos de famille, etc., etc. Donc utilisez-le, mais ce qui est intéressant, c'est que vous allez pouvoir l'utiliser pour le sujet d'aujourd'hui, c'est-à-dire comment faire pour assurer ma part de responsabilité dans le cloud. D'accord ? La première chose, donc, c'est de faire quoi ? C'est de suivre les recettes du CIS. Comme je vous ai dit, c'est des centaines de trucs à faire. Alors, on vous a mâché le travail. Si vous cliquez, alors j'imagine que vous aurez la présentation, et donc c'est un lien cliquable, ça ne se voit pas là, mais vous pouvez cliquer. Mais sinon, si vous allez dans notre documentation, donc c'est docs.oracle.com, vous pouvez chercher « Deploy a Secure Landing Zone ». Et la landing zone, en fait, c'est un endroit, un environnement dans le cloud, alors là on parle de IaaS, qui va en fait vous permettre d'être entièrement compatible avec tout ce que dit le CIS. D'accord ? Et ça se fait en 3 clics. OK ? Et donc, vous avez un guide qui vous explique comment faire. En gros, vous allez un fichier aller chercher sur GitHub, hop, vous l'uploadez. Derrière, ça vous demande qu'est-ce qu'on fait. J'ai dit un gros mot, je crois. Il va falloir qu'on se parle juste après. Mais et en plus, c'est bien, on utilise les services de nos concurrents quand même. Et donc, concrètement, ça va vous donner ça. Donc, une belle architecture qui va, au niveau des compartiments, au niveau des groupes, au niveau du réseau et au niveau de tous les services de sécurité, automatiquement configurer en fait votre tenant pour être parfaitement sécurisé et en accord, en adéquation avec toutes les meilleures pratiques qu'édicte le CIS. D'accord ? Donc déjà ça c'est simple, parce que si vous deviez le faire à la main, je vous dis même pas. D'accord ? Donc on a vraiment essayé de simplifier, comme je disais, votre expérience autour de la sécurité. Et évidemment, nous-mêmes, alors c'est le slide que je n'ai pas montré tout à l'heure, nous-mêmes on en fait plein, évidemment. C'est notre part de la responsabilité. Par exemple, quelqu'un parlait de DDoS tout à l'heure. Bah, chez nous, normalement, les attaques DDoS, elles sont mitigées assez rapidement. Parce qu'en fait, de base, par le fait que vous soyez un client, vous avez en fait une protection anti-DDoS très très performante qui existe. Et même si en DDoS, on peut faire très mal, même au plus gros, hein,
On ne va pas parler des autres. Concrètement, nous, on a racheté une boîte spécialement dédiée là-dessus il y a quelques années et qui, aujourd'hui, nous permet d'avoir été capable de mitiger les pires attaques qu'on a reçues. Et croyez-moi, on en reçoit tout le temps. On a des équipes de threat intelligence au FIC, par exemple. On avait Ryan Schilcher, qui est le patron des équipes de threat intelligence chez nous. Alors, pour ceux qui connaissent threat intelligence, vous avez l'outil, donc la partie plateforme, qui va mettre à disposition des informations qui vont vous permettre de prendre des décisions et de vous protéger. Mais il y a aussi, évidemment, ceux qui créent. Oui. Alors, vous pouvez redire, mais plus fort, parce que j'ai rien entendu. Oui, tout à fait. Alors, très bonne question. On le fait. Alors, je vous disais tout à l'heure qu'on a des milliers de produits, mais il y en a quand même un que vous connaissez bien, qui est la base de données Oracle. Et donc, concrètement, aujourd'hui, dans le cloud, les services de base de données qui sont sur nos machines, qui s'appellent les exadata, qui sont des trucs ultra puissants, qui sont faits que pour faire de la base de données, où on a vraiment fait en sorte que le hardware soit lié au soft qui doit être exécuté, qui est la base, nous permettent en fait de traiter des volumes monstrueux de données. Pour vous donner une idée, le CERN, qui sont quand même des gens, selon tous les conspirationnistes, qui ont essayé de faire tuer l'univers avec tout ça, vous connaissez ça. Le CERN utilise et a comment dirais-je, témoigné de nombreuses fois de leurs expériences. Donc je pense qu'on peut difficilement avoir beaucoup, beaucoup plus de données que ce que le CERN emmagasine quand ils font tourner leur... comment il s'appelle j'ai oublié, c'est une honte, le truc très très grand, 42 km, l'anneau qu'ils utilisent. Oui, et qui a 3 lettres là. Bon, bref, vous voyez ce que je veux dire. Concrètement, toutes leurs données scientifiques. Donc, je crois que je n'ai pas répété la question. Il faut que je répète pour ceux qui sont en ligne. Donc, la question, c'était comment est-ce qu'on fait pour aider à protéger des données massives de type données scientifiques, etc., qui ont pu être perdues, comme par exemple dans l'affaire d'OVH Cloud. Ça, c'était la question. Et donc, on a cette capacité en fait à protéger ces données, notamment parce que dans notre cloud, absolument tout est chiffré. D'accord ? C'est-à-dire que par défaut, ça n'est pas possible d'avoir une donnée pas chiffrée. C'est-à-dire que quand vous ne la chiffrez pas, en vrai, elle est chiffrée, c'est juste que c'est nous qui gérons les clés. D'accord ? Et si vous me dites, ah bah oui, mais attendez, gros malin, vous avez les clés, donc c'est pas bon, parce que moi je me méfie de vous aussi, mais il n'y a pas de problème. Vous gérez vos clés. On a, pour ceux qui connaissent tout ce qui est chiffrement, la capacité de vous donner des partitions privées dédiées sur des HSM. Donc HSM, Hardware Security Module, c'est la capacité de stocker les clés sur du hard en fait et pas sur un logiciel. Et donc c'est ce qu'il y a de plus élevé en protection, c'est demandé notamment dans le domaine financier, dans le paiement, etc. etc. Et donc on est capable d'aller jusqu'à vous dédier des HSM privés. Ceux qui sont dans le milieu savent qu'un HSM, c'est pas quelque chose de donné en termes de matériel. Quand vous prenez un service de HSM chez nous, alors ça pour le coup, quand c'est vraiment des HSM dédiés privés, c'est payant parce que ça a un coût non neutre, mais vous allez en avoir en redondance et en haute disponibilité. Autrement dit, par rapport à un OVH Cloud, puisque c'est ça qui était cité dans la question, mais concrètement, vous pouvez avoir une redondance complète. Quand on parle d'une région, ça veut déjà dire que vous avez plusieurs data centers. Concrètement, une région comme celle qu'on a à Francfort, vous avez en fait 3 data centers redondants, d'accord, entre eux, au sein de la même région. Mais vous pouvez en plus faire ce qu'on appelle du cross-region replication, c'est-à-dire de la réplication entre régions. Et donc là, vous pouvez aller jusqu'à 6, 9, 12, autant que vous voulez de data centers, dans des régions différentes du monde, etc., etc., qui vont en fait en permanence dupliquer, répliquer cette donnée, et avec des technologies qui n'existent que chez nous, des choses comme Golden Gate par exemple et RAC, qui sont en fait capables au niveau de la base de permettre que chaque transaction soit dupliquée en temps réel absolument partout, de manière à ce que si jamais à un moment donné vous avez un arrêt, vous reprenez directement sur la région d'à côté, vous aurez au pire les redirections de DNS qui prendront un tout petit peu de temps, mais voilà, avec tous les load balancers qui vont faire ce qu'il faut, et voilà, on a cette capacité-là. Et on rejoint ce que je disais au tout début quand je vous parlais de la création d'OCI, les 2 mots d'ordre, je vous avais dit qui avaient été donnés, c'était pouvoir faire fonctionner les workloads critiques des clients. Et pour ça, les 2 mots d'ordre, c'était la sécurité et la performance extrême.
Et aujourd'hui, c'est pour ça, par exemple, vous voyez sur la carte que je vous montrais tout à l'heure, vous avez peut-être vu un symbole que vous connaissez, alors qui n'est pas un symbole très oraclien, hein, qui est donc le symbole de Microsoft. Pourquoi ? Parce que on a un accord avec Microsoft pour interconnecter nos régions, donc nos data centers entre eux, avec de la fibre noire, de manière à ce qu'on ait des perfs les meilleurs du monde en termes réseau. Il n'y a pas de différence, entre guillemets, si vous étiez sur le même réseau. Et la raison, c'est parce que nos clients communs, parce qu'aujourd'hui, personne n'a un seul cloud. Vous êtes tous en multi-cloud. Donc concrètement, le but, c'est que si vous vous dites, non mais moi, ce que j'utilise, c'est tel service chez Microsoft, tel machin, tel truc, très bien, super, nous, ça ne nous dérange pas. Mais derrière, vous avez besoin d'un énorme moteur de base de données ultra puissant, ce n'est pas chez Microsoft que vous allez le trouver, c'est chez nous. Et du coup, en interconnectant les deux, et en ayant un accord parfaitement officiel entre Microsoft et Oracle sur ce point-là, vous pouvez avoir le meilleur des deux mondes. Et finalement, c'est dans l'intérêt de tout le monde. C'est dans l'intérêt de vous, premièrement, et donc c'est dans l'intérêt de Microsoft et de nous. D'accord ? J'espère que ça a répondu à la question. Alors, j'ai commencé à 3, hein, donc j'ai jusqu'à 48, on est d'accord ? Donc concrètement, on commence par vous donner un environnement. Derrière, vous suivez ça et, si ça veut bien avancer, vous mettez en place votre Secure Landing Zone. Et puis là, qu'est-ce que vous allez faire ? Vous allez créer des machines. Là, vous êtes sur du niveau IaaS. Hein. Donc, vous allez créer du compute, etc. Et on parlait de chiffrement. Donc, en termes de clés, le but, c'est que vous ayez la capacité de gérer vos clés vous-même. Donc, comme je vous disais, tout est toujours chiffré. Mais si vous voulez être vous-même maître des clés, vous pouvez utiliser aussi iVault de manière d'abord totalement gratuite, en prenant des vaults qui sont, donc le vault c'est là où on met les clés, qui sont gratuits, donc qui sont logiciels, ou des vaults sur des HSM, mais on est en cloud, donc avec du pooling de ressources, autrement dit un partage de cette ressource entre plusieurs clients. Et si ce n'est pas assez sécurisé pour vous parce que vous êtes sous le coup de telle ou telle organisation, vous pouvez aller sur des HSM privés, vous pouvez apporter vos propres clés, etc. D'accord ? Ensuite, ce compute, donc ça vous permet de chiffrer toutes les données. Ensuite, ce compute, quand on parle d'attaque, vous savez ce que c'est le risque ? C'est le croisement d'une vulnérabilité et d'une menace. D'accord ? Ça, c'est le b.a.-ba de la sécurité. Donc, la vulnérabilité, c'est le fait d'avoir une faille et donc d'exposer à des attaquants potentiels une méthode d'attaque simple à utiliser parce qu'elle est par exemple connue. Et ça, il y a plein d'outils. Par exemple, Qualys, c'est un outil très connu dans le milieu qui fait ça et qui scanne tous vos OS pour être certain qu'ils soient patchés. Et donc, vous savez que patcher, c'est le mieux. Il faut toujours être au dernier niveau de patch. Hein. Et donc, nous, on a en fait un scanner de vulnérabilité intégré dans CI, entièrement gratuit, et qui se met automatiquement quand vous créez le compute, donc vous n'avez rien à faire. Donc, quelque chose que je voudrais que vous sentiez, que vous compreniez, c'est que quiconque travaille dans la sécurité sait que mettre en œuvre des outils de sécurité, c'est long, compliqué, fastidieux, etc., etc. Là, l'énorme avantage que vous avez, c'est que ces outils vous sont fournis sous forme de services. Alors oui, on est dans l'IaaS, mais la définition IaaS PaaS SaaS, elle n'est pas tout le temps, non perméable. Vous pouvez être dans l'IaaS, vous faites ce qu'on appelle le lift and shift d'une application et utiliser un service de base de données parce que vous n'allez pas réinstaller la base de données sur une machine parce que ça n'a pas de sens ou ça n'a pas forcément de sens. Ça peut en avoir. Eh bien, pour la sécurité, là, vous utilisez du SaaS, c'est-à-dire que vous avez juste un truc, vous n'avez rien installé, c'est pas vous qui le gérez, c'est pas vous qui l'opérez, c'est pas vous qui le mettez en haute dispo, c'est pas vous qui l'opérez non plus. La seule chose que vous faites, c'est de dire dans tout ce compartiment-là, je veux que toutes mes machines, elles soient scannées pour les vulnérabilités. Poum, vous n'avez rien d'autre à faire. Donc, on passe d'un gros projet qui nécessite un RFP en plus en interne, parce que forcément, j'ai discuté il n'y a pas très longtemps avec un client qui me dit « Ah oui, mais on a un gros problème », donc un gros client Oracle Cloud. Il me dit « On a un gros problème, on se fait taper dessus par l'audit, parce que 2 fois par an, donc très gros client, 2 fois par an, ils ont un audit où ils doivent montrer les résultats des scans de vuln sur 100% de leur périmètre, et donc le Cloud Oracle. Mais la licence qu'ils ont de leur fournisseur, que je ne citerai pas, qui leur fait le scanner de vulnérabilité on-premise, elle n'est pas valable dans le cloud. Donc, pour pouvoir scanner les autres qui sont dans le cloud, il faut qu'ils fassent un RFP. Vous savez, les RFP, c'est des petits trucs qui ne durent pas longtemps. Là, tout ça, vous dites « Ah, j'ai besoin de ça », puis le lendemain, vous l'avez. Enfin, le lendemain, mais l'année d'après. Voilà. Donc, concrètement, ils ne font pas en attendant. Donc,
Ils sont ouverts. Je dis, mais vous êtes au courant du service OCI Vulnerability Scanning? Parce que c'est juste un truc que vous utilisez, ça ne vous dépense pas d'argent, en fait. C'est compris dedans. Vous le payez dans le service que vous payez. A été très content. Dans la même chose, alors évidemment derrière, donc ça c'est le résultat des scans de vulnérabilité, hein, donc vous aurez des scans de port, vous aurez des scans par rapport aux patchs, donc aux bases CVE pour ceux qui connaissent, etc. Donc tous les référentiels qui permettent de lister les vulnérabilités existantes, etc. Et tout ça sera fait pour vous. Juste après, j'ai pas de slide là sur cette solution-là, mais vous avez quelque chose d'intégré qui s'appelle OSMS, qui est en fait le système de patching, d'accord? Et si vous voulez aller plus loin, vous avez quelque chose, par exemple si vous utilisez du Linux, nous, on a quelque chose qui s'appelle, vous pouvez mettre une image, qui s'appelle un Autonomous Linux. L'Autonomous Linux, on a deux choses qui sont, donc c'est l'idée de l'automatisation des ressources que vous utilisez dans le cloud. On l'a pour un OS, qui est Linux, on l'a aussi pour la base de données. L'idée, c'est que tout se fait tout seul, avec beaucoup d'engineering derrière, hein, pour que tout puisse faire tout seul, et puisse se faire tout seul, et notamment une technologie très spécifique qu'on a achetée pour se faire sur Linux, qui permet de patcher en live. Donc vous pouvez patcher jusqu'au noyau en live sans interruption. Et c'est fait sans que vous ayez rien à faire. D'accord? Donc ça s'appelle Autonomous Linux. Alors évidemment, il faut voir quels sont les... vous n'êtes pas forcément compatible avec ce type d'OS, etc., mais en tout cas, ça existe. Ensuite, quand on fait du monitoring et quand on fait des assessments avec nos clients, quelque chose que je vois très souvent, c'est des clients qui font les choses très bien, parce que quand même, évidemment, bien entendu, et heureusement, et donc notamment tous les accès en SSH aux machines sur lesquelles ils doivent accéder. Et nous, on a un outil de monitoring que je vous montrerai en dernier slide qui remonte les failles critiques. Et donc, il me dit, bah oui, mais alors j'ai mis ça, je suis très content, ça marche très bien, tout ça, mais là j'ai 17 failles critiques. Et en fait, c'est bon, je suis au courant, c'est les accès SSH qu'on a sur telle machine et telle machine et telle machine. Et donc, c'est pas une faille critique. Bah, je dis, bah, alors, c'est une bonne méthode d'accéder, certes. Mais c'est une faille critique ou c'est pas une faille critique? Là, je vois ceux qui accèdent en SSH sur la machine dans le cloud qui se disent mince. Bah, en fait, oui, bien sûr, c'est une faille critique. C'est-à-dire qu'on ne devrait jamais accéder à une machine qui est à l'intérieur de votre réseau, à l'intérieur de votre data center, à l'intérieur de votre cloud, en direct. Même s'il y a tout ce qu'il faut, qui fait qu'il n'y a que le port 22 et que vous avez de l'authentification par clé, etc., etc. Pourquoi? Parce que si demain, il y a une faille dans le protocole SSH que vous utilisez, bah, vous exposez toutes ces machines-là. Donc il faut toujours passer par un bastion. Parce que le bastion, ça va être un OS durci, ce qui n'est pas forcément le cas des machines auxquelles vous accédez. Et ce bastion, c'est donc en fait une machine qui permet de faire un rebond. Et donc ce bastion durci vous permet ensuite d'accéder, mais donc de manière beaucoup plus sécurisée. D'une part parce que vous réduisez votre surface d'attaque, et d'autre part parce qu'évidemment il y aura un logging beaucoup plus fort des sessions, de qui a accès à quoi, on pourra couper les sessions, etc., etc. Et donc ce bastion, c'est pareil, c'est un service qui est intégré, donc vous ne payez pas pour ce service-là. Le même client était en train de finaliser un RFP pour utiliser celui de Microsoft et il pensait mettre en place un VPN de Microsoft à chez nous pour accéder en bastion aux machines. On peut faire compliqué, ça marche, mais c'est plus compliqué. Les certificats. Qui s'est déjà fait pour créer des certificats en ligne pour faire du HTTPS sur son site web, etc. etc. Donc ça, c'est un service qui va juste sortir. Si vous en avez besoin tout de suite, vous pouvez m'appeler et je peux vous le mettre en pré-version. En fait, on s'est dit, vu qu'on en a besoin sur tous les load balancers, sur plein de machines, etc., bah, on va faire un service qui va les délivrer pour nos clients. Et puis, comme on veut que tout soit gratuit, bah, c'est gratuit. D'accord ? Le WAF. Le WAF, c'est important. Ah oui, je crois qu'on arrive à la fin, presque. Alors, laissez-moi 3 secondes pour terminer. Donc, le WAF, c'est la capacité de protéger contre, si vous connaissez l'OWASP, etc., contre, en gros, les attaques les plus connues qui existent au niveau web. Et puis, plein d'autres choses. Les bots, les gentils bots, c'est bien, mais les méchants bots, c'est moins bien. Donc, OCI WAF, c'est une solution complète de WAF dans le cloud comme un service, qui est payante pour le coup, mais qui coûte extrêmement peu cher par rapport à tout ce qui existe. Pour vous dire la chose simplement, on a racheté une boîte pour faire ça, parce qu'on ne l'a pas inventé. Et les clients qui étaient clients et qui le sont toujours ont vu leur facture divisée par plus que 10. Ils étaient contents. Voilà. Security Zone, je vais passer, mais en gros, c'est la capacité d'avoir dans le cloud une zone hautement sécurisée où personne, aucun administrateur, ne peut en fait modifier les règles. Et donc, la sécurité reste forcément là. Data Safe, la sécurisation des bases de données avec tout ce qui existe, data masking, recherche de données sensibles, user assessment, assessment de la
posture de sécurité de la base, etc. etc. Et la dernière dont je vous parlais, c'est le monitoring, qui est là aussi une solution intégrée, qui vous permet d'avoir cette vision dont on avait besoin pour être capable de voler dans les nuages, vous vous souvenez au début, et qui vous montre donc en permanence, qui vous dit bah, ça, c'est pas bien, ça, je regarderai, ça, etc. etc. D'accord ? Juste en conclusion, finalement, moi je pense que se protéger aujourd'hui, c'est plus facile dans le cloud qu'avoir un partenaire à côté de soi qui a les capacités. Notre ancien directeur l'avait dit comme ça à un client français qui lui posait la question, lui disant pourquoi je vous ferais plus confiance à vous qu'à mes propres équipes informatiques. Et il a dit en fait c'est des maths. Nous on a des dizaines et des dizaines de milliers de clients et donc on peut payer pour embaucher les meilleurs en sécurité et des énormes équipes pour protéger ces dizaines de milliers de clients. Vous, votre budget informatique, vous n'êtes pas dans l'informatique, votre budget informatique c'est entre 2 et 5% et le budget de la sécurité c'est moins de 5% de ces 2 à 5%. Donc vous avez ça comme argent pour vous protéger, nous on a ça pour vous protéger. Donc pensez-y. Dans les slides, vous avez des liens sur les guides pour mettre en place la sécurité, la documentation pour commencer. Et puis sachez qu'on a un programme jusqu'à fin décembre. Toute la formation, et je parle notamment aux étudiants dans la salle, parce que je pense que ça peut être quelque chose de très sympa pour vous pour commencer. C'est un petit cadeau de Noël, puisque ça s'arrête au 31 décembre. Vous avez toutes les certifications Cloud Oracle, la formation et les certifications, qui coûtent d'habitude chacune plusieurs centaines d'euros, enfin pas les formations, la formation c'est des milliers, qui sont gratuites si vous enregistrez, et si vous enregistrez votre certification maintenant, et avant le 31 décembre. Merci beaucoup.